Donc la première table ronde, effectivement, s'appelle « Attractivité et accessibilité du Finistère, un lien fort, quel levier pour les renforcer ?» On a déjà parlé accessibilité, on a peu parlé encore de l'attractivité du Finistère. Je propose de vous laisser la parole pour commencer, de nous expliquer, de qualifier un peu aujourd'hui quelle est la dynamique économique du territoire. Donc je commence. Bonjour à tous. Quelques mots d'abord sur quand même Investir en Finistère pour situer qui on est. On est une association de développement économique portée par les principaux acteurs économiques du Finistère. Notre objet, c'est vraiment de travailler au développement économique de notre territoire et à son attractivité. Donc on est dans le cœur du sujet. Je veux bien, ouais. Donc moi, je vais commencer par parler d'attractivité économique et vitalité des entreprises. Donc pour ça, c'est toujours intéressant de situer le territoire par rapport aux autres territoires, bien sûr. Donc je vous ai mis quelques illustrations. Merci Xavier. Quelques illustrations donc, qui sont issues d'un observatoire sur la création d'entreprises réalisé par l'agence France Entrepreneur. Donc vous avez à gauche, sur la période 2011-2017, la dynamique de création d'entreprises des territoires. Donc plus vous êtes orange et rouge, et moins cette dynamique est forte, plus vous êtes vert, et plus cette dynamique est forte. Donc déjà, le premier constat, on ne voit pas très bien avec la lumière peut-être, mais c'est qu'il y a une sorte de diagonale nord-ouest, sud-est. Et lorsqu'on est à gauche de cette diagonale, globalement, il y a quand même une meilleure dynamique en termes de créativité d'entreprise. Après, si on regarde les choses à l'échelle départementale, on voit qu'il y a malgré tout des différences notables selon les territoires. Et en l'occurrence, donc, le Finistère est en jaune, ce qui veut dire qu'il est dans une dynamique intermédiaire. Donc, moins fort en termes de création d'entreprises que, par exemple, l'Ille-et-Vilaine ou la Loire-Atlantique, mais meilleur que ces deux territoires limitrophes, Morbihan et Côte-d'Armor. Donc on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus mal. Je ne sais pas si on peut s'en réjouir, mais en tout cas, c'est le premier constat. Deuxième constat, si on resserre vraiment sur la période récente, donc les créations d'entreprises en 2017, ce qu'on peut noter, c'est que le Finistère a une dynamique de création d'entreprises qui n'est pas tout à fait en phase avec son poids démographique, puisque il y a eu à peu près 600 000 créations d'entreprises en 2017, ce qui a évolué d'un peu moins de 7%. Et le Finistère, lui, représente 0,8% des créations d'entreprises. Donc 0,8% de ces 600 000 créations. Son poids démographique aujourd'hui, c'est 1,4%. Donc on voit qu'on n'est pas exactement sur le même rapport. Ceci dit, l'Île-de-France a tendance à écraser les choses, puisque l'Île-de-France, c'est à peu près c'est 30% des créations d'entreprises en 2017, alors que la population, c'est 18,3%. Donc il y a quand même un effet Île-de-France très important qu'on ressent aussi en Finistère. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que le Finistère est moins dynamique que l'Ille-et-Vilaine, et ce différentiel tend à s'accroître. On a une progression de 3,2% des créations d'entreprises en 2017, quand en Ille-et-Vilaine, c'était plus 6%. Et on le disait au niveau national, plus 6,7%. Donc la Bretagne, globalement, est moins dynamique que le national. Et c'est pire dans les deux autres départements bretons, puisqu'on est à plus 2,1 simplement dans le Morbihan et moins 0,4 dans les Côtes-d'Armor. Et c'est une tendance, je disais, qui a tendance à s'accroître, puisque, en fait, le Finistère a créé 32% moins d'entreprises en 2017 que le 35%, alors que sa population est simplement 13% inférieure à l'Ille-et-Vilaine. Et en 2015, c'était moins 24,3%. Donc on est passé de moins 24% à moins 32% en l'espace de 2 ans. Donc ça a tendance à s'accélérer. Ce sera intéressant de voir les résultats 2018 pour voir s'il y a un effet TGV qui accroît encore cette tendance, mais en tout cas, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. L'autre petite différence qu'on a en Finistère, c'est le poids des micro-entrepreneurs qui est plus fort que dans les autres territoires bretons, significativement plus fort, et plus fort aussi que la moyenne nationale.
On avait, il y a quelques années, réalisé une carte qu'on appelle une carte anamorphose, c'est-à-dire que les distances sont retransformées en temps de parcours de TGV. Et ce qu'on voulait mettre en évidence lorsqu'on avait donc créé cette carte, avec le concours de la DEPA d'ailleurs, qui est juste à côté, c'était de montrer qu'on n'était plus très nombreux à être encore des territoires distants de plus de 3 heures de Paris, et dont on faisait un petit peu partie des territoires laissés pour compte, sachant que cette fameuse durée de trajet de 3 heures, c'est souvent un peu vu comme une forme de Graal à partir de laquelle on commence à constater des effets importants. Mais ça, peut-être que notre enseignant-chercheur me contredira. Je n'ai pas le même bagage certainement que lui sur le sujet. J'ai voulu du coup mettre aussi en évidence le fait que c'était un vrai sujet pour les acteurs économiques du territoire. J'ai repris quelques exemples, soit de messages qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux les derniers jours, soit d'articles qu'on a aussi vus dans les journaux, qui mesurent l'importance pour ces acteurs économiques d'être les mieux connectés, les mieux reliés possibles. Donc vous avez Frédéric Kospérek, qui est le directeur développement territorial Bretagne pour EDF, par exemple, qui a fait circuler sur les réseaux, notamment la petite icône que vous avez avec le drapeau breton, et voilà, là avec le message qu'on risque de se transformer en réserve d'Indiens. Donc c'est un message un peu fort, je dirais, pour provoquer sur le sujet. Mais également des articles qu'on a pu voir dernièrement sur le fameux décrochage justement entre l'Est et l'Ouest breton, avec des réactions aussi d'un certain nombre d'acteurs économiques, dont Franck Zal, qui est un super ambassadeur pour le territoire. Je pense qu'en particulier ces derniers jours, vous l'avez tous vu ou lu, il communique énormément en tant que fondateur d'une biotech, vraiment une vraie belle pépite de notre territoire. Et puis j'ai remis aussi un extrait d'article sur l'implantation d'une entreprise HPC à Roscoff, qui pointait le fait qu'au niveau de la fibre optique, aujourd'hui, l'offre n'est pas suffisante, et que même s'il a quand même fait le choix de Roscoff, ça aurait pu être un vrai élément dissuasif pour son implantation. Alors, je ne voulais pas rester que sur un discours catastrophiste non plus. Et moi, j'ai tendance à considérer que finalement, l'éloignement géographique peut aussi avoir des externalités positives. Donc, j'ai remis en regard les deux cartes, la carte qu'on a déjà vue précédemment, mais aussi une carte qui est une carte en fait faite sur les indicateurs qu'on appelle le taux de dépendance et le taux de contrôle. Donc, un taux de dépendance, c'est lorsque les centres de décision sont encore localisés sur le territoire. Et le taux de contrôle, c'est lorsque les entreprises d'un territoire sont en capacité de se projeter sur d'autres territoires et de créer de l'emploi sur d'autres territoires. Le Finistère est en vert foncé, et ils ne sont pas très nombreux, les territoires à être en vert foncé, ce qui signifie une chose, c'est qu'on a un taux de dépendance qui est plutôt faible. Donc ça veut dire qu'on a des entreprises, on a des centres de décision sur notre territoire, et ça c'est une vraie force économique. Et on a aussi un taux de contrôle fort. Donc des entreprises qui sont vraiment en capacité de se projeter, qui ont une dynamique particulière. Et je pense qu'on a tous plein d'exemples en tête. Le Sein, la CIL, Tricobat, Even, les transports Le Calvès, Salin Holidays, on est à Pont-de-Buis, donc on peut particulièrement souligner Salin Holidays, etc. Et on a un territoire qui a un environnement favorable, je dirais, à cette dynamique économique, avec un enseignement supérieur et une recherche qui sont reconnus, des atouts naturels, une main-d'œuvre qui est réputée pour être formée, fiable, engagée. Donc je pense que c'est aussi des éléments positifs pour notre territoire. Et juste le dernier point, peut-être vraiment rapidement. Toujours pour aller dans ce discours quand même et contrebalancé par un discours aussi positif, c'est qu'on a vu les derniers classements. Brest est arrivé 3e des villes les plus attractives de France, dans le classement de l'Express. Moi, j'ai un réseau, notamment sur LinkedIn, assez important, qui se renforce de jour en jour. Et il ne se passe pas une journée sans que j'ai des demandes aujourd'hui de personnes qui veulent venir ou revenir en Finistère. Donc je pense que c'est un vrai atout, un vrai argument pour notre territoire. Et que c'est
C'est aussi les limites qu'on va constater au phénomène de métropolisation, qui a des externalités aussi extrêmement négatives. Voilà, donc je pense qu'on a un territoire qui est équilibré et qui peut aussi promettre beaucoup. Merci. Alors je ne sais pas si ce micro fonctionne. D'accord, je vais le mettre sur... Merci, c'est mieux. Alors pour compléter ce que vous avez dit du coup plus rapidement, j'en suis désolée, mais sur ce panorama de l'attractivité aujourd'hui du département, je voudrais m'adresser donc à la DEPA. Qui sont les gens qui viennent aujourd'hui, alors rapidement, dans le département, et qui sont ceux qui en partent? Et puis on complétera peut-être aussi rapidement sur ceux qu'on cherche à attirer dans le département. Oui, alors je vais essayer de répondre très rapidement. Donc, un préalable quand même. On s'est rendu compte en faisant une étude avec l'INSEE il y a 4 ans maintenant que si jamais on mixait les déplacements domicile-travail, si jamais on mixait les déplacements résidentiels, les déplacements des sièges établissements, et on en avait encore quelques autres, on s'est rendu compte que le Finistère, c'était un seul et même système. Alors ça vous paraît anecdotique, vous allez me dire que bon, c'est des choses que vous saviez déjà. Le deuxième système, c'est le système Rhénau-Nantais qui va jusque Lannion, qui va jusque Lorient et qui va en Normandie, en Pays de Loire. Enfin bon, donc on a un système particulier. Alors qui c'est qui vient et qui c'est qui part? Tout à l'heure, il y avait une de nos cartes qui était présentée par Martin Clos, qui qualifiait l'accessibilité de Brest. C'était l'ensemble des endroits en Europe où on pouvait passer 3 heures. On partait le matin, on passait 3 heures. Alors, les chefs d'entreprise ont dit ouais, c'est bon pour signer un contrat en 3 heures, c'est réglé. Et puis après, on peut revenir. Donc la carte, elle montrait qu'on pouvait aller par exemple jusqu'à Moscou, jusqu'à Tunis, jusqu'à Athènes. Donc on est hyper accessible. Et par contre, sur le ferroviaire, effectivement, la carte qui était présentée tout à l'heure par Françoise montrait qu'au contraire, on est beaucoup moins accessible. Donc, pour répondre à la question, on a des personnes qui viennent de loin. Des personnes pour des migrations domicile-travail. Pour des migrations domicile-travail, on a qui viennent de relativement loin. Ça, on est assez surpris. C'est assez exceptionnel et je pense que c'est sur un temps d'une semaine, par exemple. Mais on a quand même ça. Il faut savoir que le Finistère est plutôt un territoire qui attire en termes de migration résidentielle, que ce soit pour les actifs, que ce soit pour la totalité de la population, pour les retraités. Et il y a un seul point pour lequel on n'est pas attractif, c'est celui des étudiants. Alors ça contredit un peu ce que vient de dire Françoise, mais je le relativise complètement. On est un département qui attire beaucoup. Il y a peu d'endroits qui en France attirent et pour autant, le solde est négatif. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on a des écoles de très bon niveau, des enseignements de très bon niveau. Et du coup, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a au moins, je crois que c'est 114 nationalités présentes d'étudiants dans le Finistère, ce qui est quand même pas mal, et qui démontre qu'il y a une accessibilité, une lisibilité de par le monde de l'enseignement supérieur qu'on peut trouver à Brest ou sur la presqu'île, parce qu'il y a aussi l'école navale qui est aussi un facteur d'attractivité. Et il n'y a guère que l'Alpes-Maritimes et la région francilienne un peu éloignée de Paris qui a les mêmes caractéristiques que cela. Sur ce cas des étudiants, c'est un peu particulier. Après, je parlais des domiciles de travail. Quand on a des professions très qualifiées, on a des déplacements qui vont en s'allongeant. Donc on a toute une série de cadres qui peuvent faire plusieurs 1 heure, 1 heure et demie de route donc 3 heures 3 heures dans la journée. Et puis sur tout ce qui est déplacement entre sièges et établissements, donc les déplacements professionnels, c'est difficile de pouvoir les juger, on ne les connaît pas très bien. Néanmoins, on se rend compte que les échanges sont quand même particulièrement forts avec la proximité, et puis des sièges qui sont à Nantes et à Rennes. Alors j'insiste un peu sur le côté, alors sur Rennes, c'est plutôt pas mal en termes ferroviaires, quoi qu'on en pense. Par contre, sur le côté nantais, c'est bien plus compliqué, c'est extrêmement compliqué, et pour autant il y a une demande. Je vais juste donner un exemple qui date de quelques années, mais qui traduisait bien quand même cela. Des étudiants de l'ISEN, donc un établissement de l'ISEN à Brest, les étudiants de nantais, ils allaient à Lille, parce que c'était plus simple pour eux d'aller à Lille que d'aller à Brest. Et je trouve que l'exemple est suffisamment parlant. Donc, je pense avoir répondu à la question. Merci. Oui, donc, sinon, je vous passerai mon micro. Ouais. D'accord, sinon, je vous donnerai mon micro. Donc, pour compléter là aussi rapidement, mais quels sont donc les profils que le département cherche à attirer
C'est bon, ça fonctionne, ouais. Parfait. Très bien. Donc, quelles sont les personnes, les profils que vous cherchez à attirer à la fois pour des courts séjours, parce que vous vous intéressez au tourisme, mais les profils que vous cherchez aussi à voir venir s'installer sur le territoire du Finistère? Alors, d'abord, bonjour à tous. L'agence Finistère 360 vient de naître. Elle est très récente, elle a 6 mois. Et elle est née en effet du tourisme et du nautisme, de 2 structures donc, qui travaillaient sur ces sujets-là et qui aujourd'hui travaillent globalement sur l'attractivité du Finistère. Donc pour les types de cibles qu'on recherche, on recherche des jeunes urbains, évidemment, d'où les enjeux évidemment de mobilité et de capacité à pouvoir leur vendre des transports qui soient fluides, qui soient performants et autres. Les jeunes urbains donc, sont les premières cibles. Les cadres, évidemment aussi, puisqu'on voit qu'on a des métiers en tension et que la difficulté, et on le voit par rapport aussi aux créations d'entreprises, c'est qu'une fois qu'on a créé son entreprise, il faut trouver aussi les ressources humaines qui soient nécessaires à faire tourner évidemment les différentes entreprises sur place. Les porteurs de projets, les membres de la diaspora. On sait que quand on promeut un territoire comme le Finistère, on promeut aussi et surtout un projet de vie. Donc plus il y a un attachement à un territoire, plus on a des chances d'avoir des gens qui vont être intéressés. Et on voit que les premières personnes qui ont envie de rentrer, tu le disais Françoise, sont souvent les étudiants qui sont partis à l'extérieur, qui ont 4-5 ans d'expérience à l'extérieur et qui ont envie de revenir. Et là se posent d'autres problématiques, comme des problématiques d'emploi du conjoint et autres. Mais en tout cas, on est sur des gens qui ont déjà une appétence particulière avec le département du Finistère. Et donc ça, ce sont et ça représente les cibles prioritaires avec les cibles qui sont aussi les acteurs des pôles d'excellence en France et à l'étranger. C'est-à-dire que très clairement, par rapport aux pôles de compétitivité, par rapport on va dire, de ce qui représente l'attractivité, la renommée du Finistère, on aura évidemment ces pôles d'excellence. Et dans ces pôles d'excellence, on aura d'autant plus de chances d'avoir ces porteurs de projets et ces cadres qui voudront y travailler. Donc pour attirer ces personnes-là, il y a des enjeux évidemment de mobilité. On l'a dit, la mobilité résidentielle, elle est à 30% avec la Bretagne, donc les mobilités résidentielles, à 21% avec l'Île-de-France et à 9% avec les Pays de la Loire. Elle est en revanche disparate au sein du Finistère. On voit qu'il y a une mobilité résidentielle forte dans les villes et sur le littoral, alors que les zones rurales restent des endroits où on bouge peu, on déménage peu, on reste très longtemps au même endroit et on a peu de nouveaux habitants. Et la stratégie par rapport à ça, donc je l'ai dit, c'est autour du projet de vie, c'est autour évidemment de cette valorisation de ces écosystèmes, tant en termes d'infrastructures, de services, de marché et d'information. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Là, on a parlé de l'attractivité dans le Finistère. Je voudrais qu'on rentre un peu plus précisément dans ce qui se passe à l'échelle du département. Donc, je m'adresse à la DEPA, vous avez fait un certain nombre d'études sur cette question. On a vu une carte tout à l'heure. Je ferme mes feuilles. On a vu une carte tout à l'heure. Donc, on a la métropole de Brest. On a ensuite un réseau de villes moyennes et un réseau de petites villes qui est quand même très caractéristique de ce département. On va revenir plus en détail sur ces questions-là, mais voilà, une attractivité qui est peut-être particulière, un dynamisme économique qui est particulier et qui est sans doute lié, enfin qui est lié, vous allez nous l'expliquer, à l'accessibilité de ces différents territoires. Alors, l'accessibilité du Finistère, peut-être qu'on peut en avoir un premier aperçu en évoquant les flux domicile-travail, donc qui sont les déplacements pour le travail, c'est seulement un déplacement sur 5, c'est à peu près 20% des déplacements, mais ils sont intéressants parce que c'est la moitié des distances qui sont parcourues en voiture, donc c'est des flux qui sont structurants. Donc là, à l'échelle du département, on a deux grands pôles, donc le pôle de l'agglomération de Brest qui représente 100 000 entrées chaque jour sur le territoire, et celui de Quimper qui représente plus de 50 000 entrées chaque jour sur le territoire. Alors, il y a une tendance qui est intéressante de noter, c'est que la part de navetteurs, donc un navetteur, c'est quelqu'un qui travaille et réside dans 2 communes différentes, elle a tendance à augmenter depuis une dizaine d'années, depuis plus longtemps, mais entre 1999 et 2013, on a remarqué que cette part de navetteurs, elle était passée de 56% à 60%, et que la distance moyenne domicile-travail de ces navetteurs, elle avait aussi tendance à s'allonger. Donc elle est passée de
13,5 km à 15,2 km entre 1999 et 2013. Donc on a tendance à aller habiter dans une autre commune que celle dans laquelle on travaille et un petit peu plus loin. Donc à l'échelle du département, ces flux domicile-travail, ils sont majoritairement et très majoritairement effectués en voiture. Donc 92% des navettes liées au travail qui sont faites en voiture. Et donc l'accessibilité, elle est étroitement liée à la qualité du réseau routier. Donc dans le département, on a plus de 3000 km de réseau départemental et plus de 200 km de route nationale. Et la plupart du temps, ce réseau, il permet une circulation qui est fluide. Mais quelque chose qui est intéressant de noter, c'est qu'on a parlé d'inégalité d'accessibilité en fonction en termes géographiques, mais on peut aussi le voir en termes temporels. C'est-à-dire que l'accessibilité, elle varie aussi en cours de journée. Et, par exemple, si on prend le pont de Viroise, on a un quart du trafic à peu près journalier qui s'écoule en seulement 2 heures. Donc on a un trafic qui est très irrégulier en fait, et qui joue sur l'accessibilité. Donc on voit apparaître un peu plus fréquemment, même si on a du mal à l'objectiver avec des données très précises, des phénomènes de ralentissement, de congestion à l'entrée des principales zones d'emploi. Donc c'est aussi l'accessibilité, elle est non seulement, on peut l'exprimer en termes géographiques, mais aussi en termes de temps. Très bien. L'accessibilité, on en a parlé aussi rapidement tout à l'heure quand on a parlé coworking. Vous avez parlé aussi accès Internet à la fibre pour les entreprises. C'est la question du numérique. Donc, Pierre Lebras, je me tourne vers vous. Bonjour à tous, donc Pierre Lebras du GIS Marsouin. Donc, pour rappeler un petit peu ce que c'est le GIS Marsouin, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui est financé par la région Bretagne et qui a pour mission principale de réaliser des enquêtes auprès des individus et ménages, des entreprises de toute taille et des collectivités en Bretagne sur les usages du numérique des Bretons. Tout ceci avec un rattachement au milieu de la recherche en Bretagne des 4 universités bretonnes, des 3 universités des Pays de Loire et de 3 grandes écoles, pour lier justement mesure du numérique et recherche. Et justement, avant de parler des questions de mobilité dans le Finistère et des usages en mobilité des individus finistériens, j'ai fait un éclairage général sur qui est l'internaute finistérien, ce qu'il fait sur Internet et des comparaisons avec la région Bretagne. Donc ce n'est pas le slide de là, je vais l'évoquer juste à l'oral. Donc en Finistère, c'est 75% d'internautes de 15 ans et plus. Donc quand on parle d'internautes, on parle de personnes qui vont au moins une fois par mois sur Internet. C'est 5 points de moins que la moyenne au niveau de la région Bretagne, donc 80% en Bretagne. 90% des Finistériens se connectent, quasiment des Finistériens qui sont internautes se connectent quotidiennement sur le net, avec une corrélation négative avec l'âge, évidemment, comme on peut s'en douter. Les Finistériens qui se connectent le plus sont moins de 45%. 90% des moins de 45 ans sont des internautes. Et 7 sur 10 dans la tranche des plus de 60 ans, 60-75 ans, sont des internautes. Non, ce n'était pas indiqué encore, je préciserai. Avec quel équipement? Donc 80% des domiciles des Finistériens sont dotés d'une connexion à Internet. 80% des Finistériens sont dotés d'un ordinateur, 43% d'un smartphone, avec bien sûr les plus jeunes qui sont mieux dotés que les moins jeunes, et la tablette, 30%. Les usages généraux en Finistère, donc toujours généraux, c'est la recherche d'informations. 95% des Finistériens recherchent de l'information sur Internet. L'accès à des contenus culturels pour les 2 tiers d'entre eux, plus de 85% chez les plus jeunes, les 15-29 ans. Pour faire un rapide focus sur les réseaux sociaux, donc qui est largement lié au numérique et qui peut être lié effectivement avec tout ce qui a un trait avec la mobilité et les groupes sur les réseaux sociaux, etc. 60% des Finistériens sont inscrits sur les réseaux sociaux,
ce qui est 5 points de moins que la moyenne en Bretagne. Évidemment, 90% des 15-29 ans sont inscrits. L'échange sur les réseaux sociaux, c'est quotidien pour un tiers des personnes qui sont inscrites. Donc après cet éclairage vraiment sur l'internaute finistérien et ce qu'il fait vraiment sur Internet, on va se pencher plus précisément sur la mobilité en Finistère. Qu'est-ce que l'internaute nomade en Finistère? Qui est-il et ce qu'il fait? 60% des Finistériens et des Finistériennes ont usage d'Internet en mobilité. Alors, juste pour préciser, qu'est-ce que vous appelez avoir usage d'Internet en mobilité? C'est quand on se déplace? Alors, Internet en mobilité. C'est pour préparer son déplacement, peut-être? Alors, Internet en mobilité, tel qu'on l'aborde dans nos enquêtes, c'est l'usage d'Internet en dehors de son domicile. Donc, pour n'importe quel usage, précisément. J'évoquerai les usages, en fait, sur cette slide-là. C'est le petit carré en bas à droite. 60% des Finistériens ont usage d'Internet en mobilité et 10% de manière systématique, avec une corrélation négative avec l'âge, évidemment. Quasiment 8 Finistériens de 15-29 ans à usage d'Internet en mobilité. Donc c'est plus le fait des jeunes. Et les hommes sont plus nomades que les femmes, avec une différence de 14 points entre les deux. Avec quels outils ils se connectent à Internet en mobilité? Évidemment, c'est avec le smartphone pour 76% des nomades. La tablette vient le PC portable vient ensuite pour un quart d'entre eux et la tablette pour 11%. La tablette qui concerne davantage les 60-74 ans, qui sont quasiment la moitié à avoir usage de la moitié des internautes nomades qui ont usage de cet outil-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font en mobilité? Voilà la question qu'on se pose. Que font les internautes bretons et plus précisément finistériens en mobilité? Donc, l'item qui a été le plus mentionné dans nos enquêtes, c'est vraiment la diversion et l'occupation, donc le divertissement. 48% des nomades avec une surreprésentation des 15-29 ans. Et justement, on en vient le fait que ça facilite et que ça permet d'améliorer la mobilité, que ce soit la préparation d'un déplacement, le fait de consulter les horaires des services de proximité, etc. Cela concerne 47% des nomades finistériens, avec plus des 2/3, notamment dans la tranche d'âge des 60-74 ans, qui ont plus cet usage-là. Et également plus que la moyenne pour les résidents des zones rurales, donc qui sont en dehors des grandes aires urbaines. Ok, donc c'est à peu près la moitié des personnes qui utilisent Internet qui se servent d'Internet pour préparer un déplacement. Donc ce qu'on appelle préparer un déplacement, c'est consulter par exemple un itinéraire. C'est quand on se déplace, c'est utiliser son GPS, c'est ça aussi? C'est ça, ouais, D'accord. ça englobe un certain nombre d'usages. Et ça, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact que ça a sur la mobilité? Est-ce que les gens se déplacent plus? Est-ce qu'ils se déplacent moins? Parce que du coup, ils ont accès à des services à distance grâce à Internet. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mesurer dans vos études? L'impact du numérique sur vraiment la mobilité. Le slide d'après traitera justement de ces questions-là. Les chiffres que je fournis, en fait, je ne vous ai pas précisé, sont des chiffres qui datent de l'enquête Marsouin de 2015, en fait, parce qu'en fait, on réalise des enquêtes en alternant chaque année auprès des 3 publics que j'ai cités, qui sont les entreprises, les collectivités, les individus. Et en 2019, justement, une nouvelle enquête auprès des individus bretons. Et on essaiera de faire une enquête en fait à l'échelle nationale pour avoir des comparaisons avec les autres régions. Il y aura justement un volet très important sur tout ce qui est mobilité des individus. Donc si on revient l'année prochaine, on aura des chiffres qui seront plus à jour avec beaucoup plus de détails. D'accord. Alors comme là le temps nous presse, je vous propose qu'on aille peut-être rapidement effectivement sur ces 2 éléments de réponse que vous avez eus sur les questions du e-commerce. Le e-commerce, c'est aussi une façon de se déplacer. Là, on fait venir à soi, pour le coup, la marchandise et le covoiturage. On en a parlé tout à l'heure en introduction, mais... Oui, donc le e-commerce, donc du coup, qui est clairement lié à la démobilité. Donc 8 Finistériens sur 10 en 2015 ont acheté sur Internet au moins une fois par an, ce qui concerne plus les plus jeunes, les moins de 45 ans.
Les personnes qui achètent le plus sur Internet sont en fait celles qui sont les plus éloignées des zones, des grands pôles urbains, car en effet, 85%, donc qui est plus que la moyenne de 80%, 85% des résidents en zone rurale ou dans les aires urbaines de moins de 5000 habitants achètent sur Internet. Et dans les plus grandes agglomérations, donc Quimper Agglo et Brest Métropole, ont 7 habitants sur 10. Ce qui concerne le covoiturage, 15% des habitants du Finistère ont déjà utilisé une plateforme de covoiturage pour se déplacer. Plus précisément, c'est plus le cas chez les moins de 30 ans, un quart d'entre eux, et 3 seniors sur 10. 3 seniors sur 10, c'est les personnes de plus de 60 ans. Et les personnes qui utilisent le plus le covoiturage sont les personnes qui appartiennent aux aires urbaines de 2000 à 10 000 habitants, donc Des petites villes. Ouais. Des bourgs, des petites villes, d'accord. Donc là, c'est pas forcément intuitif, mais effectivement, le e-commerce est plus utilisé dans les zones peu denses. Alors on peut se dire c'est plus pratique, mais ça paraît pas forcément être une pratique, en tout cas, ça paraît être une pratique plutôt urbaine et plutôt jeune, et en fait on se rend compte que non. Et sur le covoiturage, ça rend service là où ça doit rendre service, sur ces territoires, ces petites villes. C'est pas franchement marqué, mais c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée, c'est ça, en tout cas. Et les e-commerce, c'est sûrement pour pallier du coup au manque de commerce sur place. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors pour conclure, avant qu'on passe aux questions, mais je voudrais vous interroger chacun sur... vous, quelles sont les actions à mener en matière de mobilité pour renforcer l'accessibilité et donc l'attractivité du territoire? Parce qu'on a vu que c'était un enjeu. Alors chacun dans vos secteurs, mais peut-être on peut commencer par vous, si vous le souhaitez. Xavier Zoin. Alors, le travail qu'on essaye de faire à l'échelle du département, par rapport à l'agence, c'est non seulement il y a le travail qu'on connaît tous sur les infrastructures et le combat permanent pour améliorer les infrastructures, il y a aussi les enjeux de service, évidemment, et nous on travaille beaucoup par exemple sur le parcours de l'usager et sur la capacité à pouvoir améliorer ce parcours de l'usager. Donc ça veut dire à un moment donné qu'il y a un travail par exemple qui est fait actuellement en rade de Brest pour rendre plus fluide le parcours d'un usager qui viendrait pour tel ou tel usage et à qui on a promu par exemple au niveau touristique Brest et sa rade, et comment concrètement on peut, quand on arrive en train pour un city break à Brest, comment on peut concrètement faire du bateau, est-ce que c'est possible, pas possible, comment on facilite tel et tel sujet et tout. Donc il y a un travail d'organisation et de service par rapport à ça qui peut être mis en place. Donc là, on ne parle plus d'infrastructure, mais vraiment d'un travail sur ce parcours usager. Un travail évidemment sur le numérique et la capacité à pouvoir montrer et à fluidifier aussi les recherches. Donc on a parlé de Wesgo, on a aussi d'autres types d'applis et de présentations pour qu'à un moment donné, on se retrouve avec vraiment des outils très très pratiques et qui puissent mettre en valeur tout autant des sites de transport public classiques, mais aussi des sites de covoiturage, de partage, de location de voitures et autres. Tout ça est en train de se mettre en place et de proposer déjà des solutions qui fluidifient ce système-là. Et dans l'information, la communication qu'on fait, c'est concrètement, voilà, comment on fait pour aller à la Pointe du Raz quand on vient pour un week-end en train et qu'on arrive à Quimper ou à Brest. Comment aussi on peut travailler sur des aménagements de services à des endroits qui soient aujourd'hui avec des difficultés de liaison. On le fait par exemple en matière nautique, où quand on réfléchit avec Quimper-Cornouailles sur des enjeux d'aménagement de stations pour des voitures électriques ou pour des vélos électriques, comment on peut le faire par exemple au port d'Audierne, parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui vient en escale au port d'Audierne, il ne peut pas aller visiter la Pointe du Raz concrètement. Comment aussi en termes évidemment d'inclusion, comment quand on travaille sur le parcours de quelqu'un qui est éloigné de l'emploi et autres, comment on peut intégrer aussi toutes ces dimensions de son parcours, au-delà même de ne pas avoir forcément tous les éléments de formation, il y a aussi tous ces éléments de déplacement qui doivent être pris en compte globalement. Donc on voit que il y a souvent, en termes d'enjeux d'attractivité et de propositions, parce qu'on ne doit pas être là dans quelque chose de catastrophisme, Françoise le disait, il y a aussi
des éléments qui sont à mettre en avant de qualité, de chance et de capacité du Finistère à pouvoir faire des choses. Et nous, on pense beaucoup à cette logique de mobilisation de ces écosystèmes pour pouvoir trouver justement des chaînes qui fluidifient ce parcours-là. Donc c'est vrai dans les sujets qu'on a indiqués, c'est vrai dans les sujets d'inclusion, c'est vrai aussi dans les enjeux de porte-à-porte et de dernier kilomètre. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'opérateurs, il y a de plus en plus de personnes qui prennent des initiatives pour créer des systèmes de transport pour leurs usagers et autres. Donc là, on a des éléments qui sont très encourageants, à mon avis, et on a, je pense, par rapport à ça, donc notre rôle à nous, il est de pouvoir faciliter, animer ces différents écosystèmes et après d'en faire la valorisation et la communication. Je vous laisse compléter. Donc, j'ai fait afficher là, à l'écran une carte qu'on avait proposée dans le cadre du débat public Ligne Nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des tendances d'économie qui vont à la fois vers la mondialisation, bon ça c'est une tendance déjà un peu ancienne, mais aussi vers l'économie du circuit court. Et donc, pour moi, l'objet c'est pas de tout miser sur Paris, c'est-à-dire n'avoir que les objectifs et que la vision de la desserte par rapport à Paris, mais vraiment intégrer l'ensemble des modes de transport en complémentarité et pas en concurrence en tout cas. Et je pense que chaque mode a son intérêt et a peut-être son objectif particulier aussi à poursuivre. Donc j'ai mis là le train inter- et intra-régional, c'est-à-dire que nous, on avait considéré qu'à l'échelle de la Bretagne, il y avait 2 vrais points noirs en termes de desserte. Il y a Rennes-Nantes. Alors je dirais, on le souligne, c'est une réalité. Maintenant, en tant que finistérienne et là pour promouvoir l'économie du Finistère, je dirais c'est pas mon enjeu principal, mais en tout cas c'est quand même une réalité du territoire. Et l'eau desserte qui est pour nous Brest-Quimper aussi. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure la desserte Brest-Nantes, qui est aussi une desserte importante pour notre territoire. Aujourd'hui, c'est quand même assez difficile à opérer en train de faire le Brest-Nantes. On avait aussi dans cette proposition intégré l'enjeu, on parlait du pont de l'Iroise aussi tout à l'heure, quand même le questionnement sur faut-il ou faudra-t-il un deuxième pont aussi pour desservir Brest. La question de la gare, c'est-à-dire quand on réfléchit à intermodalité, est-ce que la gare de Brest, elle doit rester, alors peut-être pour les TER, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'une gare peut-être en proximité de l'aéroport et de se dire finalement, pour nous, l'aéroport de Brest, ça peut être le vrai aéroport du Grand Ouest. Et pour ça, il faut aussi que l'ensemble des modes de transport permettent de le rejoindre, de le gagner. Donc il y a des dessertes qui nous semblent aussi vraiment importantes à regarder à ce titre-là, notamment le Brest-Quimper, mais plus loin le Brest-Nantes. Et je voudrais aussi dire que de notre point de vue, 10 minutes gagnées à l'est de la région n'ont pas la même valeur que 10 minutes gagnées à l'ouest de la région. On est toujours d'accord, ça fera toujours 10 minutes de moins pour aller à Paris, mais ça n'aura pas forcément la même dynamique territoriale. Et je pense que c'est aussi un point sur lequel on doit être extrêmement attentif en tant que Finistérien. Si vous vouliez dire un mot pour compléter, puis après je voulais dire un mot par rapport aussi au prisme qu'on a Est-Ouest. Je rappellerai quand même qu'on est aussi non seulement le bout du monde, mais on est le début de la Terre. Et que par rapport, et on le dit souvent, que le salut du Finistère viendra de la mer, et que du coup cette approche-là, elle remet en cause évidemment la manière dont on va lire les cartes. Simplement pour mémoire, aujourd'hui il y a plus de gens touristes qui viennent en ferry qu'en train dans le Finistère. Plus qui viennent en ferry, 8,3%, alors qu'il n'y en a que 6,5% qui viennent en train. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a aussi cette lecture-là par rapport à la mer et par rapport au fait que on est cette port d'accès et que notre économie est de plus en plus aussi avec des pôles d'excellence autour de cette dimension maritime, la lecture d'aménagement du territoire devient aussi complètement différente. Voilà. Rapidement, mais et on a plus justement, je voulais quand même souligner le fait qu'on n'a plus de liaison aujourd'hui ferroviaire justement à partir de Roscoff, entre Roscoff et Morlaix, qui est aussi quand même une vraie question. Et le deuxième petite remarque rapide par rapport aussi à la présentation du Gismarsoin,
Nous, on a mené une étude en début d'année sur la connectivité Internet à bord des trains. Donc, est-ce qu'on peut travailler à bord des trains en ayant une connexion Internet suivie à partir du Finistère? Le constat, pour faire rapide, c'est qu'on a une couverture qui est 2 fois moins bonne lorsqu'on est à l'est de Rennes qu'entre Rennes et Paris. Donc ça veut dire qu'on passe 2 heures de plus facilement dans le train, mais avec des conditions quand même dégradées pour le travail des personnes qui sont dans ces trains de la Pointe-Bretagne jusqu'à Paris. Merci. Et donc pour conclure, effectivement, avant de passer la parole à la salle, peut-être en 2 mots si vous le souhaitez, mais on a parlé pas mal en tout cas de longue distance. On a aussi évoqué des sujets qui vont être creusés dans la 2e table ronde de solutions pour les mobilités du quotidien. Si vous voulez ajouter quelques éléments sur les projets en cours, les points noirs à résoudre en matière d'aménagement et d'offres de mobilité. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement, donc c'est dur d'être un peu original. Néanmoins, quand on parlait de cartes, on est tombé, nous, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, sur une carte chinoise qui regardait les nouvelles voies maritimes qui étaient possibles avec la fonte des glaces. Et la carte, elle était assez surprenante parce qu'on la comprenait pas du tout au début. Il avait retourné et puis le centre, c'était l'océan Atlantique et c'était quasiment la pointe bretonne. Donc il y avait un truc un peu surprenant qui nous a un peu déstabilisés. Tout ça pour dire que à mon avis, le véritable enjeu qu'on n'a pas encore évoqué, il y a effectivement le déplacement des personnes. Ça, je trouve que c'est important, tout ce qui a été dit. Hein. Il y a juste un point que je rajoutais, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. L'INSEE dit le Finistère, c'est un département un peu particulier pour la migration résidentielle. Il est attractif, mais il y a surtout les personnes qui restent. Quand ils viennent, après ils bougent moins que les autres. Donc il y a cette caractéristique, donc peut-être qu'on n'est pas suffisamment connu ou suffisamment reconnu, sûrement des efforts à faire en termes de communication. Et puis la deuxième chose, c'est si jamais on veut avoir toujours une économie qui est compétitive, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir exporter nos marchandises. Et ça suppose que la logistique soit un facteur quand même particulièrement, c'est un facteur déterminant. Françoise expliquait tout à l'heure qu'on a plein d'entreprises qui sont dont le siège est ici, mais avec des réflexes qui ont tendance à dériver tranquillement vers l'Est. Je prends l'exemple de Triskalia-Dossi, qui est tout récent. Le siège, il est à la frontière du département. Il est toujours dans le Finistère, c'est bien, hein, mais la tendance naturelle, elle est là. Donc il faut qu'on soit capable d'être innovant, performant, et puis il y a un point qui me paraît juste, je termine là, un point qui me paraît être une piste de sortie tout à fait intéressante, c'est tout ce qui est la transition énergétique. On a des nouveaux modes, on a un des gros polluants du département, c'est la route maritime qui passe le rail d'Ouessant. Il y a la réglementation est en train d'évoluer, les différents ports sont en train de se positionner pour apporter une réponse sur des espèces, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des filtres qu'on met sur les cheminées pour que ça pollue moins. Brest se positionne là-dessus, c'est aussi une des pistes pour être un peu un expert là-dedans, et puis bon, il y en a plein d'autres, hein, mais je cite au moins celle-là. Merci beaucoup. On va avoir le temps, je me tourne vers Marc, je pense de prendre peut-être 2 questions. Oui, 2 ou 3 questions, questions. Rapides, pour qu'on puisse en poser 3. Si vous voulez bien, présentez-vous, posez la question et on vous y répond tout de suite. Et puis après, on pourra continuer le programme. Yoann Rosmorduc, mairie de Saint-Ségal. Un chiffre a attiré mon attention, c'est que 80% des foyers sont raccordés à Internet. Ça veut dire que 20% ne le sont pas raccordés. Et moi, j'y attache de l'importance parce que je m'occupe en particulier de personnes âgées. On s'aperçoit que les services directs sont en train de disparaître. En particulier, on doit faire maintenant la déclaration d'impôt par Internet et il y a beaucoup de services maintenant qu'on ne peut plus atteindre directement. Donc, je me demande si on n'est pas en face d'une catégorie de population qui va être sacrifiée complètement. Merci, je vous laisse retenir la question. On en prend une deuxième tout de suite. Oui, moi, ce n'est pas vraiment Alain Huguin, cyberacteur. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion sur l'utilisation des transports en commun
quand on veut partir en vacances, enfin quand on veut venir en vacances dans le Finistère, vacances sans ma voiture, comment on fait? Comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas aller de Quimper à la Pointe du Raz aujourd'hui. Et pour ce qui est des habitants du Finistère qui se déplacent aussi beaucoup, pour les retraités par exemple qui font de la marche, il me paraîtrait intéressant de réfléchir à comment on fait en sorte de mélanger les réseaux de transport en commun, le car en particulier, et les circuits pédestres, c'est-à-dire éventuellement déplacer une halte pour permettre de déposer des gens qui veulent aller se promener, au lieu d'avoir tous les jours des centaines de Finistériens âgés qui prennent chacun leur voiture pour aller visiter notre belle région. Merci. Qui veut réagir? On a encore une troisième proposition de question. Vous pouvez commencer à réagir le temps que je fasse le tour. Par rapport à la question de la randonnée et de l'approche touristique, c'est clair qu'aujourd'hui, 90% des touristes viennent en voiture. Ça, c'est clair, et que tout a été construit ici par rapport à une approche qui était une approche voiture, et qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On a les autres modes qui commencent à se développer, que ce soit en effet covoiturage, autopartage, soit aussi par des prestataires. On a des prestataires privés qui commencent à mettre en place des services de prêt de voiture et tout pour leurs clients qui viennent en séjour. Donc c'est des choses qui commencent à se développer petit à petit, avec des propositions aussi de services qui sont développés, type par exemple vous arrivez à l'aéroport de Brest et vous avez des Brestois qui laissent leur voiture à l'aéroport de Brest, et au lieu de payer le parking pour l'aéroport, en fait, ils le mettent en location pour quelqu'un qui va arriver justement en avion à partir de là et tout. Donc on voit qu'il y a un foisonnement aujourd'hui d'initiatives autour de ces pôles multimodaux. Après, par rapport à la question de la randonnée, quand on travaille avec le département sur le PDIPR, le plan départemental sur la randonnée, on travaille de plus en plus sur ces problématiques-là de l'ensemble de la chaîne d'accueil, et qu'à un moment donné, les points de départ de tel circuit de rando dans les Monts d'Arrée ou je ne sais où, eh bien, correspondent aussi à un point qui soit un point où il y aura un bus, où il y aura une gare, où il y aura ce genre d'éléments. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans la prise en compte globalement de telle ou telle attractivité touristique type un circuit de rando, on prend en compte l'ensemble des conditions. Donc comment on peut accueillir, comment les gens vont, à partir de leur domicile, ils vont aller jusqu'à cet endroit-là, quel type d'hébergement ils vont trouver sur place, comment ils vont aussi pouvoir s'arrêter dans tel ou tel village pour pouvoir se ravitailler et autres, alors qu'auparavant on était plus dans des logiques par exemple de ligne de crête, et de rester sur des circuits qui étaient à l'extérieur de tout élément de transport. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit qui évoluent. Oui, donc je suis élu à Concarneau-Cornouailles agglomération, et donc je m'interroge comment on peut optimiser les transports collectifs. Parce que les transports collectifs, bon, il y a le train d'un côté, les bus départementaux. Alors moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse comme dans les métropoles, où on peut emprunter tous les moyens de transport à l'intérieur de la métropole. Et bien là, c'est peut-être à l'intérieur de la Bretagne qu'on devrait pouvoir avoir une intermodalité complète. On pourrait passer du train au bus et avoir une complémentarité, parce qu'on ne pourra pas mettre des trains partout, des bus partout. Et tout à l'heure, j'entendais parler des bus, du train de nuit. Là. Je crois que les bus Macron, ils font maintenant du bus de nuit à la place du train de nuit. Vous voyez comme quoi tout évolue, en bien ou en mal. Et puis après, le problème, c'est toujours la rentabilité économique partout. Parce que c'est ça le handicap aussi, la rentabilité économique. Alors après, si on doit garder des véhicules en Bretagne, est-ce que le tout électrique sera l'idéal, ou est-ce qu'il faut d'autres modes? Je pense à l'hydrogène, parce que est-ce que dans nos appartements en ville, on aura des prises électriques pour tout le monde? Voilà des questions, des interrogations. Merci. Le temps passe, donc effectivement, il va falloir qu'on soit extrêmement efficace. Est-ce que vous voulez réagir sur ce plan? Une toute dernière question, sinon, pour compléter. Rapide, madame, s'il vous plaît. Oui, alors moi, je suis sur la presqu'île de Crozon. Je travaille et je vis à Crozon.
Par rapport à l'électronisme dont parlait l'autre personne, là, je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Donc les 20% de la population qui se retrouvent exclus de la communication, je me demandais si éventuellement, je trouve très riche ce que vous faites, s'il n'y aurait pas un système de communication vis-à-vis de ces personnes-là qui n'ont pas accès au numérique, voilà, à l'informatique. Voilà un autre système d'information pour rompre l'isolement des personnes qui sont les plus éloignées des grands centres. Hein. Oui, vous m'entendez. Je peux peut-être répondre à cette question du coup pour rejoindre la question de monsieur. C'est vrai que j'ai pas évoqué en fait dans cette présentation qui étaient les non-internautes. C'est un volet de questions qui sont assez importants dans notre questionnaire. Donc, qui sont-ils? Donc, bien souvent, ce sont des personnes qui sont isolées et face à la dématérialisation d'un certain nombre de procédures administratives, comme l'a souligné monsieur. C'est vrai que la plupart de ces personnes vont se tourner en fait vers des amis ou des proches pour réaliser dans mes souvenirs, c'est 60% d'entre eux justement se tournent vers des amis ou de la famille en fait pour réaliser ces procédures-là. Et c'est tout aussi le travail en fait des collectivités via les EPN. En fait, on a réalisé la dernière enquête qui a été faite en 2018, c'était auprès des communes. On leur demandait les services qui étaient mis à disposition des citoyens. Donc les EPN qui sont des établissements publics numériques qui permettent l'accompagnement du numérique des personnes qui soient en difficulté ou justement à plusieurs niveaux en fait, dans plusieurs niveaux dans le degré de numérisation, on va dire. Ces établissements-là justement sont là pour faire de la médiation numérique et les collectivités sont là en fait pour encourager les gens. Enfin, c'est un des grands enjeux futurs pour encourager les gens à se tourner vers ces structures-là. Justement pour essayer d'estomper un petit peu cette fracture numérique vis-à-vis des territoires. Ouais. Après, juste un mot sur, ça me fait penser à une expérimentation qui a été menée dans le Vexin. Et c'est effectivement un exemple qui permet de montrer qu'on peut mettre les gens au réseau sans forcément passer par un smartphone, par du numérique, etc. En fait, c'est une opération qui s'appelle Covoit ici. Et qui en fait repose sur, c'est du covoiturage par station. Donc en fait on arrive à une station de covoiturage, donc il y a des lignes qui ont été identifiées au préalable en regardant les lignes qui étaient les plus fréquentées, là où la demande se situait. Et en fait on arrive sur une borne et on rentre la destination vers laquelle on veut aller, qui s'affiche sur un panneau lumineux. Et qui permet en fait c'est le principe un petit peu de faire du stop avec un carton où on a écrit sa destination, mais c'est un petit peu plus on va dire cadré, et ça permet de rassurer à la fois les autostoppeurs potentiels et les personnes qui pourraient passer les prendre. Donc là on met à la fois les gens en relation, mais sans forcément passer par quelque chose qui est hyper sophistiqué et qui met d'emblée une partie de la population de côté, quoi. Merci beaucoup. Alors, je ne botte pas en touche pour les autres questions auxquelles on n'a pas répondu, mais il y a une deuxième table ronde après la pause forum qui va aborder justement les questions de solutions de mobilité pour demain. Donc, je pense que ça répondra sans doute à votre question. Donc, voilà, je me permets de ne pas passer la parole aux intervenants de cette table ronde pour vous répondre. Un grand merci à l'ensemble des intervenants de la table ronde.